Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important ce matin pour parler des entreprises, mais avec un angle de traitement bien précis ce jour. Pourquoi les entreprises ont du mal à faire long feu? Et nous avons le cas du Cameroun qui nous intéressera de manière très particulière. Vous mettez sur pied une entreprise, un an plus tard, maximum, l'entreprise est morte. Pour ceux qui résistent un peu plus, 3 ans, on n'en parle plus. Pourquoi les entreprises camerounaises ne mettent pas long feu? Je commence par Roger Kiek de Kiki. Roger, je présume que vous avez fait ce constat. Plusieurs entreprises qui sont nées, d'autres même en grande pompe, mais au bout d'1 an, 8 mois, on n'en parle plus. Quel est le problème? Vous savez, l'entreprise est un projet. Un projet, tout comme un projet de vie. Il faut passer par une étude sociologique. C'est-à-dire, pour monter une entreprise, tu étudies l'environnement. L'environnement, c'est par tranche d'âge. Les produits que tu veux vendre, là, ils sont destinés à qui? C'est quoi leur cible? Kouma Lema était là tout à l'heure, il vous parlait de certains produits. Tout à fait. Les produits qu'il vend là concernent des gens d'un certain âge. Tout à fait. Et qui ont déjà un certain type d'activité. Tout à fait. Et c'est tout cela qu'on fait pour mettre en place, sur pied une entreprise. Maintenant, une entreprise, au fil du temps, quand elle est là, doit tenir compte des transformations de la société. La société, elle bouge, elle varie. Il faut s'adapter au changement. Il faut regarder le marché parce que quelquefois le marché est concurrentiel. Quelle est la concurrence? Quels sont les adversaires que je rencontre dans ce travail? Il faut faire une bonne étude de marché. Quelle est la politique que je mets sur pied pour offrir mieux que ce que mes concurrents proposent? On vibre au rythme de toutes ces données-là, de tous ces changements-là, de toutes ces modifications-là. On s'adapte donc pour devenir périn. Voilà les grands secrets de la pérennité. Et puis, une entreprise, il ne faut pas qu'elle repose un peu trop sur son concepteur. C'est-à-dire qu'une entreprise, nous travaillons dans des entreprises qui ont des procédures d'entreprise. Et parfois, les procédures sont impersonnelles. On met en place des procédures pour que, même si ces parfaits embaux qui arrivent là, ces procédures-là sont une espèce de boussole qui va lui permettre d'avancer. Il ne faut pas des procédures personnalisées. C'est-à-dire que vous avez souvent eu ici des... vous avez le groupe Zico, par exemple. Dès qu'un Zico n'est plus là, les querelles de succession commencent. Les gens n'arrivent même plus à piloter la structure parce qu'elle était fabriquée à l'image de son concepteur. Elle était personnalisée. Il faut que si mon beau-frère promoteur de ce projet de télé n'est plus là, qu'un certain nombre de procédures permettent à cette télé d'être pérenne. Il ne faut pas... C'est-à-dire que pour que quelque chose bouge, il faut que la personne vienne parler, etc. Donc, il y a toutes ces données, tous ces paramètres qui ne sont pas souvent pris en compte. Et vous avez vu qu'à un moment donné, on appelait ici la CRTV de Gervais Mendoza ou bien la SNEC d'Oboufegue, l'eau d'Oboufegue. Si Clément Oboufegue n'est plus là, on ne sait même plus à quel sens vouer pour construire des bornes fontaines. Pour la CRTV, on disait même Canal Mendoza. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu le petit mal camerounais. Il faut concevoir des choses qui puissent rester. Même après votre départ, il faut une projection, il faut des études approfondies, il faut analyser la société globale dans laquelle on se trouve et il faut comprendre l'évolution du monde. Parce qu'un modèle de cravate ne peut pas être à la mode pendant 10 ans. On peut passer de la cravate longue au nœud papillon. Il faut tenir compte de ces évolutions du temps et des réalités que présente le marché de la consommation. Docteur Walter Shaw, toi qui es justement économiste, est-ce que le tout, c'est d'avoir
emmagasiner une certaine somme d'argent, parfait, emmagasiner une certaine somme d'argent et dit, je mets sur pied une entreprise et c'est parti, l'entreprise est née. Oui, parfait. Ici, je crois qu'il ne faut pas oublier les indicateurs pertinents avant de créer une entreprise. Et quand vous avez même déjà créé une entreprise, il y a un certain nombre de mesures, de préalables qu'il faut respecter, qu'il faut mettre sur pied, en dehors du financement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la planification stratégique. Quand vous voulez mettre sur pied une entreprise, vous faites d'abord ce qu'on appelle une étude de marché. Parce que ça échoue devant parce que vous n'avez pas bien commencé. Si, par exemple, vous faites des recrutements des membres de famille, c'est ce qu'on appelle les recrutements subjectifs. Parce qu'en entreprise, il y a ce qu'on appelle le recrutement subjectif et objectif. Subjectif, c'est lorsque vous avez mis sur pied une entreprise, vous prenez l'indicateur d'équipe et de leadership. Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de profil. Il faut recruter des belles frères, des belles sœurs. Parce que c'est toi qui est le boss de la ou alors vous recrutez, qui ne sont pas. Ou alors on ne refuse pas. Ou alors vous recrutez seulement des jolies dames. Oui, je suis allé dans une entreprise ici en ville. J'ai vu, il y avait que les belles filles. Mais c'est bien. Non, pas fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Je crois que si vous entrez dans une entreprise, vous voyez seulement les belles filles. Il n'y a pas vous devez être inquiet. Non, vous devez être inquiet. Ça dépend de l'entreprise. Si vous connaissez, ne venez même pas là-bas avec votre femme. L'objet de l'entreprise. Bon. Ça dépend de l'entreprise. Oui, bon. Il y a un manque donc de planification stratégique. C'est-à-dire, quand une entreprise meurt, c'est parce qu'elle n'a pas pu définir les objectifs au départ. Ou bien même les objectifs ne sont même pas clairement connus, c'est-à-dire des inputs et des outputs. Qu'est-ce que vous mettez dans l'entreprise comme argent? Et quel est donc le output? Quels sont les résultats escomptés? Peut-être au bout de 3 mois, trimestriellement, ou bien annuellement, parce que vous devez faire ces évaluations. Tout à fait. Au niveau de l'équipe et du leadership, il y a aussi un problème de compétences parfois ici, ce qu'on appelle le bilan de compétences. Quand vous prenez quelqu'un dans l'entreprise, parce que c'est le gestionnaire des ressources humaines qui recrute, quand vous recrutez quelqu'un qui n'est pas compétent, par exemple, qui a un faux diplôme, qui n'a pas été formé, qui n'a pas d'expérience professionnelle. Parce que ce n'est pas toujours le cas d'avoir l'expérience professionnelle. On peut l'acquérir même sur le terrain. Tout à fait. Si vous le recrutez en entreprise, parfois ici, et vous mettez par exemple la direction technique et opérationnelle, vous savez, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas le profil. C'est un chaos. Non, vous avez tué l'entreprise. Parce que la direction technique et opérationnelle, c'est le terrain. La direction au niveau de la communication et du financement, au niveau de la trésorerie, vous comprenez que même celui qui est au niveau de la trésorerie ne sait même pas ce qu'on appelle les coûts, les charges de l'entreprise, les charges administratives, les charges du personnel. Tout ça. L'ENA a parlé de l'environnement de l'entreprise. Oui, il y a l'environnement de l'entreprise. Là, au niveau de l'influence, ça c'est l'influence externe et en interne, parce que l'environnement externe. L'environnement externe, c'est l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement sociologique, l'environnement, etc. Au niveau de l'environnement interne, il y a ce qu'on appelle en anglais SWOT, c'est-à-dire que des strengths. Quelles sont tes faiblesses? Parce que bientôt, l'entreprise peut tomber. Quelles sont tes faiblesses au marché, au niveau de la concurrence? Quelles sont les opportunités? Quels sont les défis que vous rencontrez? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Mais pour finir par réussir, chaque entreprise doit avoir une équipe compétente. Je connais des PDG, des DG qui ne recrutent que des compétents. Même si tu es de sa famille, tu n'es pas compétent, il n'est pas avec toi. C'est ça. Donc, le conseil que je donne à des chefs d'entreprise, recruter que des compétents et l'entreprise ne va pas mourir. Merci. Recruter que des compétents et l'entreprise ne va pas mourir. Monsieur Moulion, parlant justement de ces recrutements en entreprise, est-ce que cet aspect n'est pas fondamental, comme essayait de le démontrer tout à l'heure Dr Walter Shaw, comment l'on recrute en entreprise et pourquoi l'on recrute en entreprise? Entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas également un autre aspect qui peut faire tomber une entreprise? C'est-à-dire, vous avez une entreprise qui est née, qui fonctionne plus ou moins bien, avec des hommes et certaines femmes qui sont compétents et compétentes, mais vous avez la nette impression que certains compétents sont victimes de leurs compétences. Ils sont plutôt combattus dans cette entreprise et par moments ils sont licenciés ou bien un coup bas par-ci, coup bas par-là et l'entreprise tombe. Oui, là, il s'agit de questions de gestion en interne d'une entreprise, parce que quand on parle des entreprises qui peuvent naître et être fermées en 1-2 ans, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu.
Il y a d'abord l'aspect lié même à la maturité même du projet d'entreprise. Il y en a qui, dès qu'ils ont une idée d'entreprise, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils partent déjà se formaliser et dire qu'il est une entreprise. On va les compter. Il est chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise, on va les compter. Et ces gens-là, parfois, très souvent, je prends un exemple de notre frère qui présentait ces produits ici-là. Nous vivons le cas d'un très grand nombre de jeunes Camerounais qui ont l'expertise ou bien qui ont été formés dans un secteur d'activité. Ils savent fabriquer des produits. Mais dès qu'ils maîtrisent déjà 1, 2, 3 produits qu'ils peuvent fabriquer, très souvent, d'autres partent déjà créer des entreprises. Ils se disent c'est en formalisant son entreprise qu'il va gagner. Alors qu'avant de se lancer en entreprise, il faut pouvoir déjà étudier l'environnement commercial. Et il y a beaucoup d'analyses qu'on doit faire avant d'aller déjà à la formalisation. Parce que beaucoup plus que lorsqu'on dit qu'une entreprise ferme en 1, 2 ans, c'est parfois sur le plan administratif, sur le plan formel. Parce qu'on va se dire, on a ouvert aujourd'hui et puis demain, on n'existe plus. Très souvent également, il y a l'objet même de la création d'entreprises. Et ici, au Cameroun, beaucoup plus d'entreprises fonctionnent avec l'État. Et très souvent, ceux qui font dans le marché public, dès que tu n'as plus la personne qui te passe le marché, dès que la personne qui te passe le marché dans un ministère disparaît, l'entreprise meurt. Il n'y a plus d'entrée. Il n'y a plus d'entrée. Il y a d'autres entreprises qui traitent avec l'État. Vous avez fait des marchés, et 1 an sur 1 an, 2 ans, vous n'êtes pas payé, l'entreprise disparaît. Donc il y a beaucoup de paramètres, il y a également la fiscalité. Il y en a qui peuvent créer des entreprises. Je voulais justement que nous parlions de cette fiscalité, parce que pour le cas du Cameroun, nous avons dit que le cas du Cameroun nous intéressera de manière toute particulière. L'environnement fiscal, la fiscalité au Cameroun, est-ce qu'elle n'est pas également trop rigide? L'environnement fiscal au Cameroun, est-ce qu'elle n'est pas trop rigide? Pour les entreprises, oui. Mais je dirais que pour une entreprise qui est mieux encadrée sur le plan fiscal. Parce que le problème parfois c'est de connaître ses obligations fiscales et de savoir à quel moment on doit les accomplir. Oui. C'est surtout là le problème. C'est surtout là le maîtriser ses obligations. La plupart d'entreprises ne maîtrisent pas les obligations fiscales. La plupart d'entreprises en interne ne tiennent pas de comptabilité. Si bien qu'au bout d'1 an, 2 ans, c'est une navigation à vue. C'est une navigation à vue. Donc il y a ce problème de fiscalité là qui est un problème pertinent. En dehors de la fiscalité, parce qu'on parle de la fiscalité, on peut d'abord parler des impôts, mais il y a un environnement administratif de contrôle d'autres institutions, d'autres administrations, qui rend l'environnement opérationnel très difficile au Camerounais. Vous allez ouvrir une entreprise, en 6 mois, vous allez recevoir la contrôle de la mairie pour le contrôle de salubrité qui va laisser son travail pour finir faire le travail du ministère du Commerce. Vous allez recevoir en même temps le contrôle du ministère du Commerce. Vous allez recevoir le contrôle du ministère du Travail. Vous allez recevoir le contrôle des impôts. Donc il y a un environnement qui étouffe et qui ne permet pas toujours aux entreprises de s'épanouir. Donc il y a comment je peux dire, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent conduire à la fermeture précoce d'une entreprise. Alain Doc, pourquoi certaines entreprises ne font pas long feu? Le cas du Cameroun nous intéresse. Oui. Dans le cas d'espèce, il y a deux perspectives, 2 angles déjà évoqués, parce qu'il y a des raisons intrinsèques, endogènes à l'entreprise. Et il y a la problématique exogène liée à l'environnement. Déjà, vous êtes promoteur, vous vous lancez dans un projet de création d'entreprise, il faut connaître l'environnement. Vous aurez qui comme concurrent? L'écosystème dans lequel vous voulez évoluer. Quelles sont les différentes difficultés qu'on rencontre lorsqu'on dit qu'on veut s'insérer dans l'écosystème en question? Il faut tenir compte de la fiscalité. Pour 2026, puisqu'on parle du Cameroun, il faut que tout le monde se réveille et qu'on sache que la fiscalité sera encore plus compliquée. Ah oui. Vous ne cessez de le dire. Je ne cesse de le dire. La fiscalité, ce sera plus dur. C'est-à-dire que nos entrepreneurs, lorsqu'ils veulent s'investir, qu'ils le sachent déjà. Donc, il faut ces études de marché. Il y a des compétences propres déjà, intrinsèques même à celui qui est le porteur du projet d'entreprise. Il faut des rudiments de connaissances en sciences de gestion. Il faut quand même un minimum de connaissances en sciences comptables, etc. Il faut bien recruter les bons profils. Hein? L'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut avoir conscience de la nature et du niveau de ses ressources. Ne pas avoir des prétentions, justement. C'est-à-dire, si vous commencez par vous fixer des objectifs qui ne sont pas en adéquation avec vos forces, vous allez faire rapidement faillite. Il y a tous ces éléments liés d'abord même à la réalité interne de l'entreprise et
aux réalités de son promoteur. Maintenant, l'environnement lui-même, dans notre cas, ben, il n'est pas favorable, parfait, ils l'ont déjà évoqué. On vous demande d'évoluer dans un système où il y a une forte pression fiscale, des tracasseries administratives sans nombre, où quand quelqu'un doit être là à penser, à créer la richesse, à payer les charges liées par exemple au personnel, il est là, il y a une panoplie d'autres charges qui relèvent parfois même du racket. Il faut qu'on n'ait pas peur de le dire, au-delà même de la réalité même des taxes et autres impôts qu'il faut payer, il y a même toute une économie des raquets. Et en plus, dans le contexte en question, vous vous rendez compte que vous êtes raquetté, ben vous ne pouvez pas vous plaindre parce que voilà, la justice même n'est pas calibrée pour vraiment régler de façon objective des problèmes commerciaux. Vous voyez un peu, parce que jusqu'à présent, on n'a pas de juridiction spécifique lié à la problématique du monde des affaires. Vous le savez, il n'y a pas de tribunaux commerciaux. Donc, ça, c'est aussi des problèmes. La problématique de l'énergie. Ouais. Attendez, pour le plus clair des activités, même dans l'artisanat, l'artisan, il ne va pas tout faire à main. À un moment, il voudra quand même, je sais pas moi, faire relier quelque chose à quelque chose d'autre en utilisant, voilà, un petit, appareil quand même qui va nécessiter, je sais pas, peut-être de l'énergie. Donc, vous voyez que tout le monde dans le système économique dépend quand même de l'énergie et la problématique de l'énergie est totalement problématique, si ce n'est chaotique au niveau du pays. Alors, comment les entreprises seront viables dans un tel environnement? C'est des pertes qu'on va passer le temps à enregistrer. Quand ils ne vont pas vendre, à un moment, puisqu'ils n'arrivent pas à produire, ils ne vendent pas, les revenus d'entreprise stagnent et tout, finalement, il y a la pression fiscale, ils vont fermer. Parfait, je vais prendre une illustration. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je sais pas, ça date de 2-3 ans en arrière, il y avait un sérieux problème que les entreprises camerounaises avaient. C'est-à-dire que on produisait, on initiait des projets d'entreprise, on les matérialisait, on les concrétisait, mais au niveau des produits, on n'arrivait pas à vendre. Les produits camerounais n'arrivaient pas à se démarquer, rien que sur la question du conditionnement produit. Et on vous disait que plus de 80% de ces produits camerounais produits par les PME à cette époque n'arrivaient justement pas à trouver leur place pour le marché, n'arrivaient pas à se viabiliser dans le marché simplement parce qu'il y avait un problème avec le conditionnement, l'emballage. C'est-à-dire que toutes les techniques qui permettent de produire un emballage de qualité et qui communiquent dans le sens de la vente du produit, qui soit alléchant. Donc, c'était un vrai problème et vous voyez que rien que sur un petit détail de ce genre, les entreprises étaient mises à rude épreuve parce que finalement vous produisez, c'est pour vendre. Si vous n'arrivez pas à vendre, parce que là, la question du conditionnement, vous ne maîtrisez pas les techniques. Donc il y a la problématique de l'expertise. Parfois, les gars se lancent, mais ils n'ont pas les expertises qu'il faut dans certains domaines et ça met l'entreprise en difficulté. Roger, qui observe les entreprises camerounaises depuis des années, veut rebondir. Hein? Allons-y, Roger. Allons-y concrètement. Nous voici ici, n'est-ce pas? Il ne suffit pas simplement d'avoir un peu d'argent. La ressource humaine de qualité. Depuis que nous sommes là, voilà un monsieur qui est en train d'occuper 4 places à la fois. Tout à fait. Ce monsieur-là, qui dirige les caméras, fait le boulot de 4 personnes à la fois. C'est vrai. C'est pas terminé parce que c'est un spécialiste dans le montage. Tout type de montage. Il va faire des montages sur des bancs analogiques ou virtuels. Et c'est pas terminé parce que il y a beaucoup de choses. Il conçoit également. Voilà. Voilà une personne qui peut faire 4 à 5 métiers à la fois, lui tout seul. Te voilà. Hein? Tu peux être ici et tu peux faire plusieurs autres plateaux. Les ressources humaines de qualité, les compétences pointues, c'est-à-dire des gens capables de faire ce que plusieurs personnes peuvent faire. Parce qu'en réalité, quand on lance ces entreprises-là, on veut l'expertise qui permet d'économiser sur le plan des ressources. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 personnes, si tu as 8 personnes, et si tu as même, au lieu d'avoir aujourd'hui, on a des équipements amoindris, des super caméras, super légères, des petits téléphones performants qui font un boulot. Tout ça, c'est une projection en entreprise. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre les freins, les beaux freins. Vous n'allez pas prendre des gens pour venir remplir, des volontaires, parce qu'il y a des bénévoles volontaires qui vont vous dire, même si tu ne me payes pas, je viens.
Non. Mais moi, j'avais vu, j'avais suivi un chef d'entreprise, un aîné, qui me disait justement, parfait, méfie-toi de ce genre d'employé. C'est-à-dire le genre d'employé qui te dira que, parfait, vraiment, même si tu ne me payes pas, même si tu ne me payes pas, moi, je vais travailler. Il me dit, méfie-toi de ce genre d'employé. Voilà. Maintenant, deuxième chose, la comptabilité. Enfin, le management dans le sens large du terme. Une entreprise n'est pas une épicerie où on achète ce qu'on peut acheter comme on veut ça. Non. Il faut bien qu'on maîtrise ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on ait les moyens d'acheter ce qu'on doit acheter. Jusqu'à la fin, on fera un bilan. Qu'on ait les moyens de payer ce qu'on doit payer et qu'on fasse le bilan pour dégager un bénéfice. Et aujourd'hui, le consommateur de nos produits, vous voilà, Espace Mini, 10h midi, il y a plusieurs plateaux dans des chaînes de télé qui ont décidé de faire la même chose. Mais sur le plan qualitatif, les téléspectateurs vont s'accrocher quelque part en sachant qu'ici, on nous donne quelque chose de bien étudié, de bien élaboré, quelque chose de qualitatif sur le plan de la qualité, parce que le consommateur est toujours à l'affût de la nouveauté. Il veut ce qui est beau, ce qui est futuriste, ce qui fait rêver. Si tu n'es pas dans cette dynamique en permanence, tu navigues à vue, tu ne peux intéresser personne. L'environnement, il parlait tout à l'heure. Vous ouvrez une petite affaire là, quelqu'un est venu l'autre jour me dit, bon, les droits d'auteur, je lui ai dit, regardez, nous n'avons même pas encore de licence. Nous n'avons pas encore de licence d'exploitation, parce que c'est la tolérance administrative. Quelqu'un qui n'existe pas en tant que tel ne peut pas s'engager dans le paiement des choses à des entités qui elles-mêmes n'existent pas. Au vu du désordre qu'il y a dans le secteur des droits d'auteur, tu sais que tu donnes à qui? Tu devais donner à qui? Ne pas donner à qui? Mon grand frère Sam Bende aime souvent me dire une expression lorsque nous parlons de ce genre de choses. Il me dit, parfait, tu sais, qui paye mal paye deux fois. Oui, c'est ça. J'ai souvent vu la CRTV être contrainte de repayer après avoir donné à des gens. On dit, tu as mal payé. Vous allez voir l'OTVP qui vient, la mairie qui vient, les impôts qui viennent, le ministère, tout le monde raquette, tout le monde vient saigner. Tout à fait. L'entreprise. Alors qu'il faut au moins un minimum de temps à une entreprise jeune pour pouvoir d'abord se constituer et commencer ensuite à payer les charges incompressibles. Quelqu'un qui vient d'ouvrir, de poser son plateau de bananes ne peut pas tout de suite payer les taxes et les impôts. Grosso modo, ce sont des réflexions à mener pour viabiliser les entreprises afin que ces entreprises-là puissent en retour être des partenaires en termes de quoi? Paiement, des CNPS, des impôts. Tout à fait. Et recevoir aussi des accompagnements, parce que l'État peut faire des accompagnements fiscaux, des cadeaux fiscaux, des exonérations. L'État peut aussi offrir un certain nombre de facilités dans le sens de la viabilisation des entreprises. Lorsque vous parlez de la responsabilité de l'État concernant la viabilité de ces entreprises, je pose justement la question à Walter Shaw qui voulait déjà prendre la parole. Le gouvernement de la République, naturellement, en passant par le chef de l'État, avait pensé que le domaine de l'entrepreneuriat était fondamental. Voilà pourquoi on avait créé tout un département ministériel. Et au Cameroun, nous avons le ministère des petites et moyennes entreprises. Avez-vous l'impression que ce ministère défend, comme cela se doit, les entrepreneurs? La défense ici, c'est la faciliter cette gestion, pas la gestion, faciliter ce déroulement-là pour que ces entreprises soient justement viables. Oui, parfait. Ici, je vais commencer par ça et puis je vais chuter avec le taux de pression fiscale au Cameroun qui est 13,6%, très très élevé, qui fait mourir les entreprises. Oui, le ministère des petites et moyennes entreprises. Oui. Quand vous arrivez chez moi, la première photo, c'est... Je tends la main vers le ministre, il me remercie avec une attestation, c'est-à-dire qu'avec un prix. Monsieur Basilekeng? Oui, d'avoir formé les jeunes. À l'époque, j'étais directeur d'une entreprise à Bastos. Il faut dire que je demande aux jeunes petits frères, ou bien à mes cadets de travailler. Quand vous bossez, vous ne comptez sur personne, on va vous recruter. Je n'ai jamais chômé dans ma vie, pas fait ici, parce que je sais, je crois à mes compétences. C'est d'abord la première chose. Monsieur Basilekeng m'avait remercié pour avoir formé des jeunes dans mon département dont j'ai la charge dans une entreprise française à Bastos à l'époque. Et j'ai recruté sur la base de compétences. Raison pour laquelle l'entreprise avait décollé. Ce ministère est créé uniquement pour encourager les entreprises. Mais n'oubliez pas, quand l'État a créé le ministère des petites et moyennes entreprises pour encourager les entreprises, c'est parce que l'État vit aussi des entreprises, pas fait ici.
des impôts. Il y a ce qu'on appelle les recettes fiscales. Tout à fait. Parce qu'on anime le budget avec les recettes fiscales, les recettes douanières. Il y a aussi les fonds qui viennent à l'extérieur, qu'on emprunte à l'extérieur pour financer le budget. Et la pression fiscale, c'est 13,6%. Très, très élevé. Il y a des entreprises qui sont créées aujourd'hui, demain. La mairie est là. Les impôts, la douane. Tout ça, la douane. Le lendemain, ils sont fermés. Il y a certaines structures qui viennent vers vous, vous ne les connaissez même pas. Oui. Mais c'est toujours pour venir prélever quelque chose. Tu entres dans toutes les entreprises, tu vas voir un affiché. Ce n'est que les impôts qu'on paye. Parce que ce qu'on appelle la valeur ajoutée dans l'entreprise, on paye les salaires. C'est-à-dire que ce que l'entreprise a généré comme bénéfice, on paye les salaires, on paye les impôts, les charges, les salaires, les impôts et les dividendes des partenaires des entreprises. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des entreprises, ce qu'on appelle individual enterprise. C'est-à-dire, on a le directeur général a créé l'entreprise et s'il n'est pas là, c'est son fils ou bien sa femme qui va continuer à gérer. On a ça là un peu partout en ville là. Parfois d'autres décollent, d'autres meurent parce qu'on a mis trop la famille. Il ne faut pas aussi trop mettre la famille, impliquer trop la famille dans l'entreprise. Donc il y a ces trois indicateurs qui sont fondamentaux. Parlant des impôts, c'est normal. L'impôt sur les sociétés au Cameroun, c'est 35%. C'est trop élevé. Je ne sais pas, au Parlement, on peut demander que bon, il faut baisser un peu à 25% pour encourager les entreprises. Donc il y a ça. Parfait. Il y a aussi, je suis avec le financement des entreprises. Choix a fait son tour de passe-passe, mais il n'a pas répondu à ta première question. J'ai répondu à la première question. Non. J'ai dit que le ministère joue un grand rôle parce que moi-même j'ai reçu un prix. Et que ce ministère est chargé de suivre les petits et moyens entreprises. Même prix que ça veut dire que le ministère fait son travail. Donc mon analyse a passé à ce niveau. Non, c'est pour vous dire que je connais le rôle de l'entreprise. Je connais le rôle du ministère parfait ici. Je n'ai pas répondu comment. J'ai dit que ce ministère, son rôle c'est de suivre les petites et moyennes entreprises. Au niveau de cette fameuse pression fiscale dont il est question ici, avez-vous l'impression que le ministère, vous avez parlé de l'Assemblée nationale tout à l'heure, que le ministre, dont par exemple le ministre Bassiliquin est allé du côté de l'Assemblée nationale pour plaider en faveur des entreprises camerounaises en disant que non, la pression fiscale est trop forte, voir comment peut-être réduire, peut-être faciliter l'accès des financements pour certains chefs d'entreprise au niveau des banques. Bon, peut-être que ce n'est pas le rôle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Non, il doit faire des correspondances au chef de l'État. On ne doit pas tout dire à l'Assemblée nationale. Et parlant même de la pression fiscale, vous voudrez quoi? L'environnement économique oblige que la pression fiscale soit à 13,6%. Pourquoi pas faire ici? Parce que l'État a besoin de recettes fiscales pour payer le service de la dette, qui est à 530 milliards. Non, mais c'est discutable. Ouais, mon frère, laisse-moi finir. C'est discutable. C'est pas discutable. Là, on ne peut pas passer le temps à gouverner. Hein? C'est-à-dire que sur le plan de l'économie politique, recourir au seul instrument de la fiscalité, l'imposition. Il y a d'autres façons de booster l'économie, de relancer l'économie en faisant fi ou alors en recourant à minima à l'imposition. Il y a la consommation. Hein? On peut relancer l'économie par la consommation. Pourquoi toi tu ne tiens pas compte de cela? Tu veux légitimer la politique qui se fait en ce moment comme s'il n'y a pas un autre paradigme possible. Bon, on ne gouverne pas simplement en économie par l'imposition. Ouais, c'est pas possible. Ça manque 30 secondes. Je suis d'accord avec vous. Sauf que les indicateurs qui captent la malgouvernance au Cameroun, c'est ces indicateurs qui obligent l'État à augmenter la pression fiscale. L'argent de l'État vient de pas faire ici. Je vous ai cité. Si on baisse les recettes fiscales maintenant, l'État va faire comment pour payer le service de la dette qui est à 530 milliards? Pour payer le déficit budgétaire à 630 milliards. En boostant la consommation et créant de la plus-value dans les entreprises, des profits d'entreprises, etc. Toi, tu te dis que ça ne permet pas... Non, ça ne permet pas de résoudre le... Je suis d'accord avec lui. Sauf que lui doit passer ce message à qui? Au chef de l'État de changer la politique. Mais on nous regarde justement, et c'est pour cela que... c'est ce message qu'il veut donc passer. C'est ce qu'il passe un message. Lorsqu'il veut passer ce message, toi tu bloques. Non, je ne bloque pas, je défends le modèle actuel. Tu défends le modèle actuel. Non, je ne vais pas passer la parole.